Yo tout le monde, ici Sweep. La semaine dernière, je vous ai parlé des pierres d'infinité, mais au niveau des comics. À présent, il est temps de se pencher sur le sujet à travers l'univers du MCU et du coup, analysons ensemble les pierres qui nous ont déjà été présentées. Alors tout d'abord, pour commencer, il faut savoir que sur le MCU, nous n'avons eu que 5 pierres parmi les 6 qui nous ont été présentées. La 6e pierre, qui demeure la pierre de l'âme, ne nous a pas encore été révélée, nous pensions la voir sans doute dans Black Panther et ce ne fut pas le cas. Du coup, il va falloir attendre Infinity War pour avoir une chance de l'apercevoir. Le premier constat que l'on peut avoir en regardant donc les pierres d'infinité du MCU, c'est que leurs couleurs sont assez différentes par rapport aux comics, mais aussi qu'elles font partie d'un objet. Elles ne sont pas directement présentées comme des gemmes. Tout d'abord, nous avons donc la gemme de l'esprit, qui se trouvait donc à la base dans le sceptre de Loki et qui est à présent sur le front donc de Vision. Il s'agit de la petite pierre jaune. Et comme je viens de vous le dire, au sein du MCU, sa couleur est jaune, alors qu'au niveau des comics, elle est censée être bleue. La pierre de l'espace, elle se trouve dans le Tesseract. Dans les comics, elle a une couleur violette, alors que dans les films, elle est bleue. Enfin, dans les films, elle est bleue. Dans le Tesseract est bleu. Parce qu'il faut savoir que le sceptre de Loki avait une couleur bleue et pourtant la pierre était jaune. Mais il est fort probable que la couleur de la pierre de l'espace soit bleue. Ou sinon, orange. Ensuite, nous avons donc la pierre de la réalité. Il s'agit en fait donc de l'éther. Comme vous l'avez vu dans Thor 2, elle est rouge, vu que la couleur directement de l'éther est rouge sang, alors que dans les comics, elle est censée être jaune. Puis il y a la pierre de pouvoir qui se trouve dans l'orbe qu'on a vu dans les Gardiens de la Galaxie, qui a été confiée à la Nova Corp, qui possède une couleur violette, alors que dans les comics, elle est rouge. Et nous terminons donc avec la pierre du temps, la dernière pierre qui nous a été montrée, qui se trouve donc dans l'œil d'Agamotto, et donc sa couleur est verte, alors que dans les comics, elle est censée être orange. Du coup, comme dernière couleur qui reste pour la pierre de l'âme, serait normalement le orange. Mais comme je l'ai dit au niveau du Tesseract, la couleur de l'objet est bleue, mais on n'est pas sûr qu'à l'intérieur ce soit forcément bleu. Donc du coup, la couleur à la fois de la pierre de l'espace ou de la pierre de l'âme sera soit bleu, soit orange. Bon, après, ok, faut se l'avouer, un changement de couleur, c'est pas grand chose. Ils ont essayé un peu, de varier les pistes en disant, tiens, on met une pierre jaune, peut-être qu'il va se tromper ou non, vu qu'on donne quand même le pouvoir de la pierre. C'est histoire de nous perdre un peu, de perdre les fanboys, mais ce n'est pas vraiment grave. C'est vraiment que de l'esthétisme. Du coup, analysons vraiment les pouvoirs qu'on découvre à travers donc tous les films. Commençons du coup par la pierre de l'esprit. Bon, elle prend la possession, on l'a vu le film, elle prend possession des mecs, elle prend possession de Hawkeye, elle les manipule, ça reste logique par rapport aux comics. Donc maintenant, on va voir la pierre de la réalité, ce que ça donne. Certains pensent qu'avant l'univers, il n'y avait rien. Ok, elle a modifié la gravité, ça fait partie, vu que la pierre de la réalité modifie directement les lois de la physique. Changer la gravité, que ce soit une gravité plus ou moins zéro, ou en tout cas l'ABC, ça fait partie du truc, donc c'est normal, il n'y a rien à dire. Donc maintenant, on va voir quoi. Allez, on va regarder la pierre du temps. Allez. Ok, bon, Strange, il arrive à composer, décomposer donc la pomme, en jouant justement avec le temps, où elle se fait dévorer, et donc il ne reste que le trognon après revenir comme elle était. Ça fait partie des pouvoirs du temps, c'est tout à fait logique. Du coup, la pierre de l'espace, qu'est-ce que ça donne? Bon, on se téléporte avec. C'est le basique de la pierre de l'espace, ok. Donc actuellement, on est quand même sur un score assez parfait. Et au niveau des pouvoirs, ça respecte vraiment bien les comics. Du coup, il nous reste donc la pierre du pouvoir, ça donne quoi du coup? Ça balance de l'énergie. Ouais, bon, dans les comics, oui, on dit que ça permet de manipuler un peu toutes les énergies de l'univers, mais c'est pas le but premier de la pierre normalement. Comme je l'ai dit, c'est pour rendre bœuf, rendre invincible, super balèze. Si manipuler les énergies, c'est pas le but premier de la pierre, mais bon, c'est pas un drame, c'est un peu une désorientation. Après, sur le but même de la pierre du pouvoir, c'est de surtout pouvoir accroître le pouvoir, normalement, de la personne qui la possède. Donc, Quill, c'est pas un mystique, donc balancer de l'énergie, c'est pas censé être son truc.
mais c'est surtout de pouvoir booster les autres pierres. Donc on verra après sur le reste ce que ça donne. C'est pas super grave, hein, c'est pas un drame, on va rester là. Hein, on va voir ce que ça donnera pour la pierre du pouvoir, mais on part quand même sur une bonne base au niveau donc de tous les pouvoirs que présentent les pierres d'infinité. Ça a l'air quand même pas mal du tout. Mais il faut aussi savoir qu'en plus de leurs pouvoirs, des pouvoirs qu'elles possèdent comme on vient de le voir, elles ont toutes une source d'énergie. Et cette source d'énergie, elle est souvent utilisée. On va le voir dans Avengers 2, donc justement, on a Vision qui tire parfois un rayon avec sa gemme. Un peu comme Warlock le fait dans les comics, sauf que Warlock possède la gemme de l'âme. Mais aussi, dans le premier Avengers, on voit avec le sceptre de Loki, Loki tire justement des projectiles d'énergie. Et même dans Captain America 1, justement, l'énergie du Tesseract a permis de créer des armes à énergie qui tirent des balles énergétiques tirées directement de l'énergie du Tesseract. Et bon, après, oui, on a la pierre de la réalité qui relâche un peu d'énergie et la pierre du pouvoir, mais bon, visiblement, pour la pierre du pouvoir, ça fait vraiment partie d'elle de balancer de l'énergie. Mais voilà, il faut savoir que du coup, ces pierres, en plus d'avoir ses pouvoirs, elles possèdent toute une énergie qui est utilisée. Mais c'est une énergie brute, une énergie pure. C'est pas comme si c'était une énergie temporelle pour le Tesseract ou quand tu tires sur quelqu'un, il est téléporté. Non, c'est vraiment une énergie pure qui va tout casser. C'est ça en fait, c'est une énergie pure qui compose chaque pierre. Mais tout cela, c'est justement les effets positifs, donc des pouvoirs, des énergies des pierres. Car contrairement aux comics, le MCU possède un énorme défaut au sujet des pierres d'infinité. En effet, en analysant chaque utilisation des pierres d'infinité, j'en ai conclu que les pierres possédaient un pouvoir très limité, mais surtout brut. Elles sont très dures à manipuler et en plus ces manipulations ne peuvent pas être directes. Il faut toujours interagir avec un moyen pour les contrôler, un objet ou, plus tard on le verra aussi, de la magie. Dans les comics, les pierres d'infinité sont normalement inertes. Si on ne connaît pas leur pouvoir, comme je l'expliquais, ce sont de simples cailloux. Et si on a une petite idée du pouvoir, on peut utiliser une partie du potentiel. Mais de base, elles sont inertes. Dans les films du MCU, les pierres irradient directement leur pouvoir. Quand on regarde directement dans Thor 2, l'éther, il est tranquillement posé dans un endroit, personne ne le manipule. Pourtant, il a créé des failles entre les dimensions. Et justement, près de ces failles, on a remarqué justement de grands changements au niveau de la gravité. Pourtant, la pierre, elle est pratiquement... Enfin, c'est pas qu'elle est inerte, mais personne ne la bouge. Personne ne la touche, personne ne la manipule. Donc le fait qu'elle irradie directement son pouvoir et qu'elle change tout cela, c'est que son pouvoir ne peut pas réellement être contrôlé. Dans les Gardiens de la Galaxie, c'est plus ou moins la même chose. Quand on voit la servante du collectionneur commencer à saisir la pierre du pouvoir, on la voit qui commence à se décomposer en projetant de l'énergie un peu partout. Elle ne contrôle pas du tout la pierre, c'est la pierre qui est en train de la détruire et elle se fait dépasser. Et c'est aussi la même chose pour Red Skull. Dans Captain America, quand Red Skull commence directement à saisir le Tesseract vers la fin, il se retrouve téléporté sans le vouloir. Oui, téléporté. Vous avez bien entendu, j'ai bien dit téléporté. Vous ne me croyez pas ? Pourtant c'est simple, si on compare entre la possible mort de Red Skull et la téléportation justement donc de Loki et de Thor à la fin d'Avengers, le mouvement justement du Tesseract et ce qui en a été fait, c'est pratiquement le même. Donc pour moi, il n'est pas mort, il a juste été téléporté. Bon, s'il a été téléporté dans l'espace, il est mort, mais c'est pas directement la pierre qui l'a tué, c'est l'endroit où il s'est retrouvé derrière. Donc à mes yeux, Red Skull n'est pas mort, il a été téléporté. Mais voilà, comme je disais sinon, c'est que les pierres ne peuvent pas être manipulées directement. Mais bon, revenons donc au sujet principal, les pierres ne peuvent pas être maîtrisées directement. Si on commence à les prendre, on se chope directement l'effet de la pierre. Et du coup, il faut utiliser un intermédiaire, on va dire ça, une machine de la magie ou autre. Par exemple, c'est simple, le Tesseract, à la fin donc d'Avengers, quand Thor l'utilise pour pouvoir se téléporter avec Loki, il utilise une petite machine qu'il actionne après avec une manette pour se téléporter. Alors après, comment ça se passe pour savoir où est-ce qu'il se téléporte, ça je ne pourrais pas dire, mais en tout cas, c'est cette machine qui permet donc de se téléporter avec sûreté. Au niveau de la pierre du pouvoir, on peut le voir en fait dans les explications du collectionneur, on voit un Céleste qui possède la pierre du pouvoir au niveau de son marteau et qui, quand il frappe le sol, il détruit toute la planète. Mais il ne l'utilise pas directement, c'est à travers son marteau qu'il le fait. Pareil aussi, donc au niveau du sceptre de Loki, de la pierre de l'esprit, c'est le sceptre de Loki qui permet de contrôler Hawkeye et les autres. Il ne sort pas directement la pierre pour les contrôler. Justement, il y a toujours un intermédiaire. Et là, la toute nouveauté, c'est au niveau de la pierre du temps. La pierre du temps, certes, elle est contenue directement dans l'œil d'Agamotto, donc un collier, mais surtout, elle est manipulée par la magie. Donc là, une fois de plus, le Doctor Strange, il n'utilise pas directement la gemme, il utilise la magie qui puise dans le pouvoir de la gemme pour contrôler le temps. La seule exception qui existe, en fait, c'est l'éther. L'éther, si on regarde bien, en fait, dans Thor 2, l'éther, quand Jane Foster ou même Malekith commencent à l'utiliser, en fait, la pierre d'infinité prend possession, elle rentre dans le corps, et visiblement, elle a peut-être besoin d'un corps pour pouvoir survivre. On n'a jamais vu réellement être utilisée à travers un objet, mais à travers un corps, c'est là où elle semble le mieux s'intégrer.
Du coup, voilà, les pierres du MCU sont vraiment à l'opposé de celles des comics. Leur puissance est limitée et elles sont tellement brutes qu'elles en deviennent vraiment dangereuses. Si on commence à les prendre par mégarde, on peut en mourir et c'est vraiment dramatique. Et du coup, c'est là qu'on se pose beaucoup de questions. Si au niveau de la pierre de l'âme, je me demande moi-même comment ça se passera. Si il faut l'utiliser à travers un autre objet, ça me paraît étrange quand on sait qu'à la base dans les comics, Adam Warlock l'a possédé sur son front pendant des années. Mais d'un côté, ça serait quand même cohérent avec tout ce qui a été fait dans l'univers. Il est donc très probable que la puissance donc, du gant de l'infini ne soit pas aussi impressionnante que dans les comics. Il est possible et directement que Thanos puisse détruire une planète avec les 6 gemmes. En fait, quand on regarde bien, si je vous le rappelle, la pierre du pouvoir a directement permis de détruire toute une planète elle toute seule. Mais le fait que, voilà, qu'il détruise directement tout l'univers ou toute une galaxie d'un claquement de doigts, ça ne devrait pas être possible. Il va avoir une puissance énorme mais quand même assez limitée. Mais j'ai quand même hâte justement de découvrir tout cela à travers Infinity War. Sur ce, voilà, la vidéo est terminée. J'espère que le sujet du jour vous aura beaucoup plu. J'ai aimé vraiment analyser tout cela pour vous décrire tout ce qui se passait et comment je voyais les pierres d'infinité dans l'univers cinématographique. Et j'espère du coup que vous aurez compris le fonctionnement de ces pierres et surtout le grand danger qu'elles représentent. Car pour moi, par exemple, si à un moment, juste Thanos fait tomber une pierre, si quelqu'un essaie de la saisir, il pourrait pratiquement en mourir. C'est là où ça peut être dramatique quand même. Mais voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge sur la vidéo pour me donner votre avis. Vous pouvez aussi donc laisser un commentaire. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook et sur Twitter. N'hésitez pas d'ailleurs à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. À présent, la vidéo est terminée. J'espère que vous aurez passé un très bon moment. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine.